Chahut. 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 Chahut Média. Paul Collard, en fait, c'est un archéologue suisse, un genevois, qui a été professeur effectivement à l'université de Genève et à l'université de Lausanne. Il a fouillé en Grèce, et puis ensuite c'est surtout le premier archéologue qui va mener des fouilles archéologiques d'importance payées par le Fonds national de la recherche suisse en Syrie. Aujourd'hui, on parle de Collard comme d'un chat qui a sans vie. Il a une vie dans l'archéologie suisse, il a une vie à Palmyre, il a une vie comme photographe. Collard, c'est l'unicum, c'est l'unique. Mais j'ai tout de suite été frappée par la qualité photographique de Paul Collard, mais il a vraiment ce regard de voyageur curieux, d'observateur du monde, dans la ligne d'un Fred Boissonnat, d'une Ella Maillard et puis plus tard d'un Nicolas Bouvier. Donc des Suisses qui sortent de cette espèce d'îlot protégé qu'était la Suisse dans la première moitié du XXe siècle et puis qui observent un monde méditerranéen en évolution. Pour avoir mené à Palmyre dans les années 50 la première mission archéologique suisse à l'étranger, le genevois Paul Collard s'observe comme un pionnier. 3 décennies après sa mort, survenue en 81, se lançait le projet Collard-Palmyre, vaste entreprise de numérisation des archives de Collard qui visait à préserver la mémoire du patrimoine martyrisé de Palmyre. Patrimoine détruit à l'explosif en 2015 par Daesh et que le scientifique suisse avait rigoureusement étudié, photographié. Car ce savant discret, mais réputé volontaire, était aussi un photographe de grand talent. Son fonds d'archives recèle de milliers de clichés à haute valeur documentaire qui témoignent des changements significatifs survenus dans plusieurs pays méditerranéens au cours des années 30, notamment. Qui était Paul Collard ? Dans quel contexte organise-t-il à Palmyre le premier grand chantier archéologique suisse à l'étranger ? Et enfin, pourquoi les clichés photographiques qu'il a laissés sont si précieux à plusieurs titres ? Parmi les questions que cet épisode voudra soulever. Bienvenue dans Voix de Palmyre, un podcast original produit par le Musée romain de Nyon, en collaboration avec l'Institut d'archéologie et des sciences de l'Antiquité de l'Université de Lausanne, réalisation Chahut Média. Deuxième épisode, son titre, Paul Collard, archéologue, photographe. Vous avez été élève de Paul Collard. Est-ce que vous pouvez nous raconter les années, le contexte ? Oui, alors absolument. Donc, il faut imaginer l'université de Lausanne, minuscule institution logée à la Cité, donc près de la cathédrale. Pierre Ducret, professeur honoraire d'histoire ancienne à l'université de Lausanne, ancien directeur de l'école suisse d'archéologie en Grèce. Des petits auditoires et peu d'étudiants, peu de professeurs, et moi-même faisant latin, grec, histoire ancienne, archéologie, et le professeur d'histoire ancienne et d'archéologie était Paul Collard, genevois, et il venait de Genève et il était à Lausanne 1 jour par semaine. Et il donnait 4 heures les jeudis, et c'était des exposés qui étaient absolument fascinants pour moi, parce que il faisait défiler des monuments à l'aide de photographies qu'il avait prises lui-même, ce que je ne savais pas encore à l'époque. Collard était à la ville une personnalité assez discrète, disiez-vous. Oui, discret, modeste, et un peu fâché parce qu'il était sous-évalué, sous-estimé. Dans la vie de Paul Collard, il y a eu un incident, c'est qu'il était étudiant de Valdemar Deona et il demande à son cher maître, est-ce que je pourrais m'intéresser à ce que vous faites et devenir archéologue, moi aussi. Et Valdemar Deona répond, jamais de la vie, vous n'êtes pas capable de faire ça.
vous ne ferez jamais de l'archéologie, point final, et je ne vous soutiendrai pas pour aller à l'école française d'Athènes, pas du tout. Là-dessus, Paul Collard part pour la France, il fait une année ou deux à la Sorbonne, il entre par la grande porte comme membre étranger de l'école française d'Athènes. Alors, l'école française d'Athènes, c'est la plus ancienne école archéologique en Grèce. Il faut savoir que la Grèce accueille des missions étrangères, la plus ancienne étant la française, qui a été fondée en 1846. Et c'est la mission archéologique française la plus prestigieuse. La toute première a eu accès aux plus grands sites. Pourquoi est-ce que la Grèce accepte qu'il y ait des missions archéologiques dirigées par d'autres nations qu'elle-même sur son sol ? Je dirais que d'une façon philosophique, le patrimoine de l'humanité se situe dans le Proche-Orient dont on va reparler et en Grèce, et que les pays qui sont détenteurs de ce patrimoine n'ont pas la force, n'ont pas les moyens d'exploiter, de mettre en valeur ce patrimoine. Ce que font les missions étrangères, dans tous les pays dont on va parler, c'est dégager des vestiges, conserver les vestiges et les objets qu'on y trouve, ensuite valoriser ces vestiges pour que les gens puissent les visiter et publier les vestiges pour que les gens puissent les connaître. Ça, c'est la mission idéale, 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 la mission... Paul Collard s'intéresse à quelle archéologie ? L'archéologie de Paul Collard, c'est une archéologie internationale, largement axée sur la Grèce et sur le Proche-Orient. Pierre Ducret. Mais aussi sur la Suisse. Et c'est à partir des années 50 qu'il a repris des activités au Proche-Orient. C'est quand il va d'abord au Liban qu'il rencontre Henri Seyrig. Patrick Michel, docteur ès lettres, chargé de recherche et directeur scientifique du projet Collard-Palmyre à l'Université de Lausanne. Henri Seyrig, qui est un des pères de l'archéologie du Proche-Orient, a vécu aussi à Neuchâtel. Et donc, Paul Collard va rencontrer Henri Seyrig, et Henri Seyrig va lui confier en fait les différentes missions. La mission au Liban, et puis ensuite, après la mission du Liban, il va être nommé par l'UNESCO, responsable de dresser en fait un inventaire des biens culturels de la Syrie et du Liban. Cette région du monde à l'époque est sous mandat. Les Français sont au Liban par exemple. Et donc on est effectivement dans cette période où les puissances étrangères, coloniales, les Français, les Allemands, les Anglais, les Italiens travaillent dans cette région du monde, que ce soit en Turquie, au Liban, en Égypte, en Irak. Et donc, depuis le Liban, Paul Collard va partir en Syrie. Et c'est là qu'il va rencontrer, en fait, les archéologues syriens. Et après cette mission pour l'UNESCO, Henri Seyrig va lui confier la fouille du sanctuaire à Palmyre. Donc, c'est le hasard des rencontres, en fait, qui ont fait que cet archéologue suisse, après avoir travaillé en Grèce, après avoir été membre de l'école française à Athènes, va se retrouver au Liban et à travers son amitié et les collaborations qu'il avait avec Henri Seyrig, on va lui confier en fait le site, une toute petite partie du site de Palmyre. Venez, s'il vous plaît. Enchanté, merci. Madame, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, Ça me va, là, moi. Bonjour. 13 décembre 2022, Zurich. Visite à Luc Boissonnat, collaborateur de Paul Collard, lors des campagnes de fouilles menées à Palmyre en 1954 et 1956. Monsieur Boissonnat, comment est-ce que vous vous retrouvez à Palmyre avec Paul Collard en 1954 en train de fouiller ? J'avais fait la connaissance de Paul Collard à une époque où il n'était pas professeur à Genève, mais où il donnait ses cours à Lausanne, si bien que j'ai fait sa connaissance lors d'un séminaire où il nous enseignait la paléographie latine. Il voulait prendre quelqu'un en dehors de
l'archéologue type, mais plutôt d'une branche proche. Et comme je faisais de l'histoire de l'art, il voulait avoir aussi une vue de quelqu'un qui ne soit pas étranger à l'archéologie, mais qui soit proche. Et en fait, ça s'est trouvé assez bien, en sens que de porter mon attention, pas spécialement sur l'architecture, mais plutôt sur les trouvailles archéologiques qu'on pouvait faire, soit dans des tombes, s'il y en avait, soit dans le décor des fouilles qu'on faisait. Est-ce que c'est vrai que Collard vous a poussé à vous marier avant de partir à Palmyre, monsieur et madame Boissonnat? Et il fallait se marier pour connaître mon Palmyre. Madame Michel Boissonnat. 54. Et puis, c'était au fond, presque comme notre voyage de noces, c'était Palmyre. Vous êtes mariés? Ça a été une heureuse solution. Pour nous deux, Palmyre, c'était tout à fait neuf. C'était inconnu pour nous. Mais c'était assez extraordinaire de pouvoir venir travailler là, d'autant plus que tout de même, ce n'était pas l'archéologie comme on l'a fait en Suisse, où tout ce qu'on trouve n'est pas debout, mais sous terre. Tandis qu'à Palmyre, malgré l'état de ruine, il y avait tout de même la grande colonnade, la première chose qui frappait, et puis derrière de hauts murs, le grand temple, à côté duquel se trouvait le temple de Balchamine. La fouille, elle se passait comment? C'était quoi une journée ordinaire de fouille? On commençait à 5 heures, et puis on s'arrêtait au milieu de la journée. On s'arrêtait au moment des grandes heures. Luc Boissonnat. Quand on travaillait dehors, si on avait affaire à l'intérieur, on s'arrangeait comme on voulait. Paul Collard, c'était quel genre de capitaine de fouille? Il n'était pas exubérant. Je dirais qu'il était plutôt réservé, mais très agréable comme chef d'équipe. Il faisait aussi pleine confiance à ce qu'il avait embauché pour former son équipe. Quand nous avons commencé, nous étions les seuls. Un peu de temps après, il y a eu une mission autrichienne dans le haut de la grande colonnade. Et puis, plus tard, il y en a eu d'autres. Mais Collard avait vraiment un peu hérité de Balchamine par Séric, qui trouvait que ça serait quelque chose de bien délimité et qui promettait d'être intéressant. En quoi il ne s'était pas trompé, parce que les Français avaient déjà dégagé tout l'entourage du grand temple à l'intérieur des murs, et ils trouvaient que ça serait bien que cette partie et que Balchamine fasse un tout. Ils ont fait des relevés de blocs, ils ont dessiné et étudié un monument qui était sur pied. Pierre Ducret. Et à l'intérieur, comme il avait été transformé en église, ils ont essayé de retrouver les structures qui se trouvaient à l'intérieur du monument aussi, du temple de Balchamine. Ensuite, il y avait l'extension. Ils ont dégagé toute la surface de l'enceinte. Donc, dans l'Antiquité, il faut bien différencier le temple et le sanctuaire. Le temple, c'est le bâtiment. Le sanctuaire, c'est tout ce qui est autour. Et alors, quand on parle du temple de Delphes, il y a le temple de Delphes, mais il y a le sanctuaire de Delphes qui est tout autour. Et alors, dans le cas de Balchamine,
Il y a une grande surface qui a un plan assez compliqué que Vicari a restitué graphiquement, y compris en faisant des hypothèses très audacieuses, parce qu'une partie de cette surface passait sous l'hôtel Zénobie. Paul Collard a créé les dessins avec son équipe qui permettent de connaître, au fond, tous les plans qui ont permis d'élever le bâtiment, et puis ensuite ils ont relevé tous les blocs et tout ce qu'il y avait, soit par dessin, soit par photographie. Le fonds Paul Collard en chiffres. 1926-1970, constitution du fonds photographique. 38 albums de photographie, 4000 photographies noir-blanc numérisées et 1000 photographies à inventorier. 190 sites différents, 100 plans originaux, près de 500 lettres et 20 carnets de fouilles. À la mort de Paul Collard, sa famille vous fait don de l'intégralité de ses archives. Que contenait le fonds que vous recevez? Qu'est-ce que vous découvrez dans ce fonds? Il y avait des choses que je connaissais plus ou moins, des choses que je connaissais pas et des choses que je découvre, vous avez tout à fait raison. Pierre Ducret. Peut-être la plus impressionnante des découvertes, c'est celle qui a été ensuite bien mise en évidence par une de mes collaboratrices de l'époque, aujourd'hui professeure à l'Université de Lausanne, Anne Billman. Je savais que Collard faisait ses photos, je les connaissais depuis toujours, puisque je les avais vues comme jeune étudiant. Et alors on découvre donc des boîtes de négatifs parfaitement classés dans des enveloppes de papier spécial, des albums cartonnés de couleur brune assez banal et moche, dans lesquels il collait les tirages papier de photos. Et ces photos, c'était des négatifs souples de 9 cm sur 12 cm, donc assez grands. Et Anne Billman, je lui dis, est-ce que vous voulez étudier ça? Et elle a fait un inventaire de ces photos, et donc il y en a à peu près 4000, et on a vu qu'il y avait des photos de partout, de toutes sortes d'endroits, et que c'était un trésor absolu. C'est un trésor absolu. C'est un trésor absolu. C'est un trésor absolu. Ce fonds que Pierre Ducret a reçu, c'était un fonds pour tout ce qui concernait, tout ce qui était hors des archives Palmyre et Liban, Syrie, qui était un peu à part. Anne Billman, professeure d'histoire ancienne à l'Université de Lausanne. C'était un fonds extrêmement organisé. Donc, ce qu'on a reçu, c'est d'abord des négatifs, puis ensuite des tirages photos qui étaient collés dans des albums. Chaque album possédant un titre avec une zone géographique, une date. Chaque photo collée étant numérotée avec un numéro qui correspondait au négatif et une annotation. Qu'est-ce qu'on voyait sur la photo? Si possible, la date précise. Donc on avait l'année par le titre et on avait la date précise, parfois par certains repères sur les annotations des photos. Et ces photos, comme elles étaient collées et pour certaines datées, on pouvait retracer vraiment le cheminement de Paul Collard à travers telle région du monde méditerranéen. Faites-nous voir ce que vous découvrez en termes de photos, en termes de peut-être de qualité aussi artistique de ces photos. Alors, j'ai tout de suite été frappée par la qualité photographique de Paul Collard. Une qualité à la fois technique, si vous voulez, mais une qualité de sujet. Parce que la caractéristique, pour moi, qui ne suis pas archéologue, j'ai fait un peu d'archéologie comme ça par plaisir, mais c'est pas ma formation. Et ce qui m'attirait d'abord, c'était pas nécessairement les vues très techniques de détails archéologiques. C'était plutôt sa capacité à toujours insérer le site archéologique dans un paysage, dans un ensemble. Donc on avait toujours, pour chaque site, des vues générales prises quand il y avait des points dominants, prises du point dominant. Donc on voyait le site d'en haut, on voyait la totalité du site. Puis après on s'approchait comme avec un focus. On voyait les différents monuments du site. Et puis ensuite, on voyait tout ce qui entourait l'approche ou le départ du site, les moyens de transport,
le paysage, et on pouvait vraiment voyager avec lui. Et ça, j'ai trouvé ça extrêmement impressionnant parce qu'en 84, moi, je commençais ma thèse. Donc, je me baladais dans les mêmes endroits que lui, si vous voulez, pour aller récolter mes inscriptions. Et je pouvais voir ce qui avait changé et ce qui était resté le même par rapport aux photos de Paul Collard. Et ça, c'était vraiment fantastique parce que je pouvais mesurer, je sais pas, les changements du paysage avec le développement de l'agriculture intensive, le maintien ou non des ânes et des chevaux comme moyen de transport. On voyait bien ce qui avait changé et ce qui n'avait pas ou peu changé dans les pays méditerranéens. Des photos de valeur historique, ethnographique, écologique. Est-ce qu'il y avait une valeur documentaire aussi dans ce fond ? Oui, bien sûr. Si vous voulez, je trouvais ce regard ethnographique, documentaire extrêmement intéressant dans les photos de Collard. Et je continue à m'émerveiller de cette qualité ethnographique et documentaire des photos Collard en dehors de leur intérêt évidemment archéologique, parce que son regard sur les sites, son regard d'archéologue sur les sites, nous permet aussi de mesurer tout ce qui a changé dans notre approche des sites archéologiques. Et alors justement ? Par exemple, comment est-ce que le site archéologique a évolué avec le tourisme de masse ? À l'époque de Collard, il n'y avait pas de tourisme de masse. Il y avait 2-3 chats et plutôt pas de chats du tout, ou des vrais chats, des animaux sur les sites, mais sinon personne d'autre. Donc, quand Paul Collard les visite, on voit le site habité par les occupants de la région, du lieu. Si vous prenez la tour des Vents, vous savez, cette tour hexagonale qui se situe sur l'agora romaine au plein cœur de Plaka. Aujourd'hui, c'est dans une zone qui est complètement barricadée, fermée. Tout le monde prend des photos de cette magnifique tour des Vents. Vous avez d'ailleurs une photo dans mon bureau. Puis vous pouvez voir que sur cette photo, on voit que les Athéniens, ils étendaient leur lessive. Ils utilisaient la tour des Vents pour y suspendre leur lessive. Donc, le site archéologique, il était intégré dans la vie quotidienne des Athéniens. Aujourd'hui, c'est inimaginable. C'est un site complètement sanctuarisé, réservé au tourisme de masse. Et c'est ça aussi qu'on voit sur les photos Collard, c'est comment les sites archéologiques ont évolué, lesquels se sont agrandis, lesquels ont été abandonnés faute de moyens, lesquels ont été développés pour le tourisme de masse, lesquels sont restés encore un peu à l'abri des grands circuits touristiques. Il y a un élément qui me paraît intéressant, si on peut revenir sur la question ethnographique, c'est l'absence des femmes dans ces photos de Collard. Anne Billman. Qui probablement m'avait pas frappé quand je les ai inventoriées entre 84 et 90, parce que à l'époque, je travaillais pas encore sur la question des femmes. Mais après, depuis les années 90, moi-même, je me suis intéressée à la question des femmes dans l'Antiquité, au rôle public des femmes. Et en revisitant les photos Collard par la suite, je me suis rendu compte qu'en fait, le rôle public des femmes dans les photos de Collard, il est quasiment identique au rôle public de mes femmes antiques. Elles ne sont pas dans l'espace public. Mais finalement, vous savez, chez nous, en Occident, en Suisse, ça fait pas très longtemps que les femmes occupent l'espace public. Il y a toute une série de photos, par exemple, du Valais, qui est présenté au manoir à Martigny. Ils font régulièrement des sortes d'expositions ethnographiques sur le Valais. Mais les femmes, ils sont pas très présentes. Oui, elles sont présentes dans les travaux des champs. On en voit quelques-unes dans les photos Collard. Mais encore moins peut-être que des valaisannes, des évolénardes portant des ballots de foin sur la tête. Mais c'est la même chose. C'est l'idée que la femme, elle est d'abord dans l'espace privé et pas dans l'espace public. Et donc, ces photos Collard, elles révèlent plutôt pour moi une sorte de continuum ethnographique de l'Europe depuis l'Antiquité jusqu'aux années 60. Je trouve qu'à ce titre-là, on pourrait prolonger la réflexion qu'on avait essayé de faire sur les documents de Collard comme documents ethnographiques, mais en réfléchissant justement au silence. Qu'est-ce que les photos de Collard ne montrent pas, qui peut nous révéler quelque chose du monde méditerranéen qu'il a visité dans les années 30 à 50?
Les archives de Paul Collard, c'est la matière qui permettra en 2017 le lancement d'un projet fou, Collard Palmyre, vaste entreprise de numérisation des archives de l'archéologue suisse, afin de préserver la mémoire d'un patrimoine martyrisé par la guerre et par la folie des hommes. De cela, on parle dans le 3e épisode de cette série. C'était Voix de Palmyre, une série documentaire podcast produite par le musée romain de Nyon, en collaboration avec l'Institut d'archéologie et des sciences de l'Antiquité de l'Université de Lausanne, à l'occasion de l'exposition Voix de Palmyre, présentée au musée romain de Nyon de mars à octobre 2023. Réalisation Chahut Média, David Bralambert et Carole Harari. Conseiller scientifique, Patrick Michel. Sound design, Lily Bartou. Musique originale, Christophe Calpini. Merci à Jordan Anastasov et à toute l'équipe du musée romain de Nyon. De même qu'à l'association des membres et des amis de l'Institut suisse de Rome, précieux soutien de ce programme, ainsi qu'à tous les chercheurs et toutes les chercheuses qui ont participé à cette série originale. Tous les épisodes de cette série podcast sont disponibles sur le site du musée romain de Nyon, sur celui de l'Université de Lausanne et sur celui de Chahut Média, www.chahut.ch, ainsi que sur l'ensemble des plateformes de podcast. N'hésitez pas à la noter, à mettre des pouces, des étoiles et surtout à la partager.